Donc, je vais faire une rapide présentation de ce que c'est Move Outre-mer pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce webinaire. Move Outre-mer, c'est un dispositif qui a été lancé en 2020 et qui est là pour rassembler et créer du lien et accompagner les acteurs engagés dans les transitions écologiques et sociales des territoires ultramarins, notamment sur 5 objectifs considérés prioritaires par le ministère de l'Outre-mer qui a d'ailleurs lancé ce dispositif. Zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant, zéro exclusion et zéro vulnérabilité. Et donc, ce dispositif oui, qui a été lancé par le ministère des Outre-mer, le campus AFD, et qui est accompagné par l'association Make Sense, dans laquelle je suis, accompagne tous ces porteurs de solutions pour développer leurs projets et pour leur donner des outils qui permettent justement, qui leur permettent d'agir pour cette transition. Et donc, on a par exemple des webinaires tous les mois. On a la force d'un collectif local et des connexions, et tout ça grâce, donc, oui, comme je disais, à une rencontre en ligne sur 2 créneaux différents, sur des thématiques qui sont très variées, qui peuvent être des formations très pratiques, comme des sessions un peu plus d'inspiration. On a aussi des ressources et des contenus dans une boîte à outils en ligne. Et donc, on a aussi des contenus sur une newsletter qui sort tous les 2 mois et notre page LinkedIn où on partage beaucoup de portraits aussi de nos membres. Et nos membres peuvent aussi se discuter entre eux sur plein de messageries, enfin, sur WhatsApp notamment. Et on essaie aussi d'organiser des rencontres en présentiel sur chaque territoire animées par des partenaires locaux. Donc, par exemple, on a la chance d'avoir avec nous Happy Aura dans cette discussion, qui est donc notre partenaire en Polynésie française et donc qui organise des événements, un ou deux par an, pour que les membres de Nouveau-Outre-mer puissent se rencontrer en vrai, parce que c'est pas toujours suffisant les webinaires. Si vous avez des questions sur la communauté, vous pourrez me les poser à la fin de l'appel, si c'est OK pour vous. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu Jonker et à François Tron. Donc d'abord Mathieu, et ensuite on fera une petite séance de questions-réponses pour Mathieu, et puis François enchaînera avec sa présentation et sa propre séance de questions-réponses. Ok, merci bien. Alors, euh, je pense que c'est plutôt une introduction au sujet que je vais vous présenter et François rentrera peut-être plus dans le dur, puisque l'expérience dont je vous parle, c'est celle avant tout de l'observation. Alors, du changement climatique, je ne sais pas, mais en tout cas des pressions humaines qui peuvent euh, impacter en fait les milieux naturels, notamment des systèmes insulaires dans le Pacifique. Et donc, j'ai commencé, en fait, j'ai deux présentations distinctes, celle d'une expédition de laquelle je suis revenu il y a quelques mois et une autre qui concerne l'initiative de sciences participatives qui a été engagée en Nouvelle-Calédonie pendant quelques années et qui peut-être vous inspireront sur vos territoires ou en tout cas mériteraient une discussion. Voilà, donc l'expédition dont je vous parle, elle s'appelle Kimwa Kite Kopape, qui veut dire en Pomotu, qui est la langue donc des Tuamotu, un des 5 archipels de la Polynésie française, à contre-courant. C'est une expédition que j'ai menée entre avril 2024 et février 2025, pendant 8 mois, seul sur un atoll inhabité au cœur des Tuamotu du centre. Voilà, bon, c'était à la fois un rêve de gamin aussi, l'envie d'aller observer de près cet environnement. Euh, donc, ce que je dis en fait, c'est que on est souvent animé par plein de convictions, plein de projets assez extraordinaires, mais en fait, globalement, entre l'idée en fait et ce retrousse élément, et vraiment y aller, il y a souvent un gap. Et c'est vrai que ce projet, pour moi, c'était un petit peu une sorte de confirmation justement de mon engagement. Ça fait 25 ans que je travaille auprès des gestionnaires, des organismes de recherche pour améliorer autant que possible, en tout cas, l'état des milieux naturels, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française. Et force est de constater dans ces 3 territoires que on n'est pas sur la bonne pente, quoi. Voilà, donc j'avais envie en fait finalement de m'engager par moi-même en mettant les mains on va dire dans l'eau de mer. Voilà, donc en 3 mots, c'était ça, effectivement, ce projet donc d'aller vivre sur effectivement, un atelier inhabité, d'observer cette nature. Donc, on va voir ces observations, elles s'appuient comme sur des protocoles scientifiques discutés avec plusieurs collègues dans chacun des spécialités et d'en rapporter un témoignage. Et c'est un point important, c'est que c'est pas juste observer et produire un rapport, mais c'est vraiment ensuite de communiquer sur ces milieux qui sont, en fait, pour faire court, les plus vulnérables face au changement climatique. S'il y en a deux, je pense, écosystèmes, ce sera ceux des pôles et les atolls. Il y en a environ 400 sur la planète, ces anneaux coralliens qui sont donc
une couronne récifale, en fait, le sommet d'un volcan englouti. Et dans ces 400, quasiment un quart sont présents en Polynésie française. Donc la Polynésie, effectivement, a un énorme patrimoine en fait, de ces îles basses. Quand je dis basses, c'est qu'elles culminent rarement au-dessus de 3-4 mètres, à plus de 3-4 mètres au-dessus de l'océan. Voilà, donc c'est vraiment un univers aquatique. Dans le dos, c'est l'océan, en face, c'est le lagon. Et voilà, donc c'est vraiment un équilibre très fragile, dont je parlerai après. Voilà, et ce qui, moi, m'affectait pas mal, en fait, c'est les bonnes nouvelles du monde qu'on découvre tous les jours, en fait, en lisant n'importe quel, je pense, média qui tient à peu près la route. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à les lire, elles sont là, puis vous les avez tous les matins ou le soir. Simplement, je trouve que ces nouvelles, euh, on a eu espéré, en fait, il y a 20-25 ans, qu'elles aient provoqué un sursaut, en fait, une prise de conscience en disant, en fait, là, on alerte. Et même les scientifiques qui sont quand même, en tout cas les chercheurs qui restent dans une certaine réserve, une neutralité, aujourd'hui, on s'expose sur les scènes internationales. Et l'UNOC en est un, par exemple. Et pour autant, en fait, ça ne marche pas tant que ça, puisque finalement, les comportements ne changent pas, en fait. Et donc, ce constat, à mon sens, il amène à deux choses. Euh, Déjà, on est tout de suite rattrapé par une réalité économique, quoi. Hein, il faut d'abord, effectivement, boucler la fin du mois avant de penser à sauver le monde. Et, euh, et, euh, et donc, je me suis dit, en fait, si cette science aujourd'hui, parce qu'elle est froide, parce qu'elle est ce qu'on lui demande, d'être objective, en fait, d'apprécier une situation sur la base de faits et d'être non partisane, elle ne suffit pas. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, d'une certaine manière, l'incarner? Non pas la dénaturer, la science demeure la science, mais en fait, en tout cas, la lire avec vraiment une certaine, avec des sentiments aussi. Et donc, c'est un peu la base du projet. Voilà, donc j'ai mis je sais pas, ce cardiogramme, en fait. Et je pense que pour finalement provoquer du changement, c'est-à-dire un engagement de l'action, il faut y toucher en fait le cœur hein, et pas justement la cervelle en disant, voyez, regardez ces chiffres, parce que ces chiffres-là, à mon sens, soit ils provoquent du déni au bout d'un moment, ou un ras-le-bol, ou bien carrément une dépression. Mais encore une fois, il y a pas beaucoup de réactions, me semble-t-il, quoi. Et donc cette expédition, c'est aussi l'occasion de rapporter un témoignage assez vibrant, en tout cas le film peut-être en attestera, ou le livre, de, voilà, de la vie d'un atoll, de la vie sauvage d'un atoll inhabité je ne vais pas dire vierge, mais en tout cas assez préservé encore aujourd'hui, face effectivement aux grands enjeux en fait, du climat, mais aussi des pressions beaucoup plus locales. Donc je ne précise pas l'atoll parce que il est assez extraordinaire pour pas qu'il soit, on va dire, trop convoité et visité. En tout cas, il est situé sur ce grand archipel à peu près au centre. Et c'est un parmi d'autres, encore une fois. Euh, pour préparer une telle expédition, et je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'en fait, il y aurait des heures de discussion, mais simplement, on réfléchit rapidement en fait, en termes de besoins. En fait, à quel besoin faut-il répondre? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la pyramide de Maslow, mais les premiers étages sont en fait essentiels. Mais le troisième, déjà, même si ça paraît anecdotique, la banque à l'appartenance, pour vivre une expérience aussi longue de solitude, donc de 240 jours, il vaut mieux effectivement avoir une assise, on va dire, euh, amicale et, on va dire, solide, parce que dans les moments difficiles, en fait, pour moi, il y a que ça qui tient. Et ces besoins, ensuite, je me suis dit, en fait, OK, il va falloir maintenant y répondre. Et donc, cette réponse, elle passe par trois éléments la celle dans les livres, celle je sais pas, de mentors qui ont déjà vécu des expériences un petit peu engagées, mais en fait, elle suffit pas, cette connaissance. Et quand elle est mise à l'épreuve du terrain, on s'aperçoit qu'il y a un gap entre ce que je pensais savoir et en fait et la réalité. Donc, c'est ce que j'appelle l'expérience et qui, à mon avis, est indispensable, y compris en termes de science, entre ce qu'on lit en fait et la mise en œuvre de protocoles. Il y a souvent un grand gap et ça vaut la peine de faire et ce que j'ai eu la chance de faire, une mission un peu préparatoire pour bien la d'école, mais aussi tout le reste, ça, tous les aspects un peu de survie, entre guillemets, et faire en sorte que l'expérience se passe bien, quoi. Et puis cette expérience, c'est bien, mais encore une fois, elle s'appuie aussi sur du matériel indispensable. Euh, Matériel en un exemplaire, ça suffit pas. Quand on parle complètement autonome, il faut absolument avoir deux, trois éléments de rechange, a fortiori s'ils sont capitaux à la survie ou à la mise en œuvre d'un protocole. Voilà, donc finalement, je pensais partir non pas nu avec mon sabre d'abattis, mais en tout cas avec peu de matériel. Et en fait, je me suis trouvé malgré moi avec quand même beaucoup de matériel. J'avais tonne 7 de matos et je sais plus 12 mètres cubes, dont un pharet, c'est-à-dire un habitat sur pilotis, au cas où il y aurait une submersion de l'atoll, ce qui est arrivé il y a 3 ans. Voilà pour les préparatifs. Voilà. Voilà. Donc, cette science-là, comme je vous le disais, en fait, moi j'ai une formation en biologie marine, en écologie, et je ne suis pas du tout spécialiste des rats, qui malheureusement abondent, y compris sur ces îles assez préservées.
ou sur des capteurs océanographiques qui sont plutôt du domaine des océanographes physiciens. Et donc, c'est auprès de collègues en fait ici en Nouvelle-Calédonie principalement et aussi à Tahiti que je me suis formé en fait à par exemple, l'identification de rats, leur capture par différentes voilà, bon, c'est une tapette assez basique, mais il y a d'autres moyens. Ou encore effectivement aller placer ce capteur de pression, de température de l'eau de mer à une bonne profondeur en réglant les fréquences, en sachant effectivement changer les batteries, vérifier que tout marche bien, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ça, pour moi, il y a quand même une phase préparatoire qui m'a pris plusieurs mois dans plein de domaines, et notamment effectivement scientifiques. Euh, je rentre tout de suite en fait dans ce qui a été un petit peu quelques résultats de cette étude-là. J'avais un peu comme fil rouge cet oiseau que vous voyez en haut à gauche que je trouvais bien sympathique, qui s'appelle localement le titi. Pourquoi ce nom sympathique? C'est parce que le titi, c'est son chant. C'est un oiseau qui est très territorial, c'est un oiseau terrestre. Alors, il sait voler, mais c'est pas un grand voilier comme le sont les frégates ou les fous ou les externe. Il vit vraiment sur l'îlot. Et comme il est très territorial, dès qu'on débarque sur l'îlot, en fait, tous les oiseaux s'envolent, sinon lui qui vient carrément à moi, en l'occurrence, et qui fait ti 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 pour dire, en fait, ici, c'est chez moi. Voilà, donc c'est un oiseau qui a un comportement assez original et assez complexe, comportements sociaux. Et je l'ai choisi un petit peu comme étant le fil rouge de l'expédition parce il est en voie de disparition déjà depuis une quinzaine d'années. À l'époque, on estimait qu'il y avait environ moins de 1000 oiseaux sur la planète, tous au Tuamotu, sur quelques îles. Et cet oiseau, en fait, il est là lorsque, on va dire, l'îlot, le motu se porte bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèces envahissantes comme des rats. Il n'y a pas d'incendie, comme ce qui est régulièrement pratiqué dans ces cocoteraies pour les nettoyer, c'est-à-dire défricher, on va dire. Voilà. Donc, c'est un bon indicateur assez macro de l'état du milieu, en fait. Mais cet oiseau, il dépend, donc, comme je disais, de son habitat, puisqu'il se nourrit à terre de petits insectes et de nectar. Et donc, il dépend de cette végétation qui elle-même, en fait, dépend en fait de l'érosion des plages, qui elles-mêmes dépendent des événements climatiques extrêmes, qui elles-mêmes dépendent en fait de l'état de santé du récif. Voilà, donc je déroule vraiment une grosse bobine, en fait, une grande pelote, mais c'est un peu tout ça que j'ai voulu faire, c'était un peu ambitieux, j'ai pas pu tout faire non plus, mais je me suis amusé à travailler sur les différentes composantes de l'environnement, à la fois donc terrestre et marine, et essayer de comprendre un petit peu quel était l'état de santé global de cet atoll. Voilà, donc très ambitieux, sachant que j'étais seul. Le temps était long, certes, en tout cas j'en avais du temps, j'avais un temps infini, et j'étais aussi avec une petite embarcation qui était un trimaran à voile. Donc j'ai fait quelques centaines de kilomètres. J'ai parcouru une quarantaine d'îlots, hein. Donc cet atoll, cette grande île, elle est composée de petits îlots qui dessinent cette ellipse. Il y en avait 60, donc j'ai fait à peu près les deux tiers. Et j'ai pu donc cartographier la présence de cet oiseau et de ses prédateurs, notamment les rats, les rongeurs, et puis également des pressions lorsque des copraculteurs viennent encore une fois mettre le feu, quoi. Donc voici quelques résultats un petit peu. Je vous livre comme ça, mais c'est pour amener plus une discussion. Mais c'est que lorsque j'y étais l'an dernier, donc, c'était une année à Niño. Donc, ce phénomène climatique qui touche la planète entière, mais notamment, principalement le bassin Pacifique, et qui amène, notamment dans le Pacifique central et est, à une augmentation de la température de l'eau. Voilà, en fait, la warm pool, la piscine d'eau chaude, en fait, en tout cas, est retenue plutôt sur la moitié est du Pacifique, dont fait partie la Polynésie française. Et donc, à la fin de l'été, lorsque les températures sont maximum, eh bien, il y a une vague de chaleur, on appelle ça aussi une canicule sous-marine, qui a finalement submergé, on va dire, la Polynésie française et en particulier les Tuamotu. Et sous mes yeux, j'ai vu effectivement les coraux blanchir dès le mois d'avril l'an dernier, mai. Et j'ai donc déployé un peu des protocoles que je n'avais pas en tête. Enfin, j'avais pas anticipé ça. J'avais prévu de faire un état de santé du milieu, mais pas un blanchissement de cette envergure-là. Et donc, bref, j'ai déployé différents protocoles, suivi plusieurs colonies photographiques, etc. Et malheureusement, en fait, un tiers des fait sous mes yeux, en l'espace de quelques semaines, un tiers. Et j'ai ces résultats par trois approches avec quand même pas mal de transects et de mesures de colonies coralliennes. Donc, c'est quand même assez majeur. C'est-à-dire que les colonies qui sont complètement blanchies comme celles du dessus, dans 80% des cas, elles se sont trouvées mortes. Donc, très peu ont récupéré. Et celles qui étaient partiellement blanchies, comme la photo en fait en dessous, là, on a un corail massif, on appelle ça un porites. Eh bien, la moitié en fait ont récupéré et l'autre moitié est morte. Voilà, donc c'est comme des phénomènes en fait globaux qui sont très impressionnants. J'en ai jamais vu là. Bon, il y en a dans le Pacifique, il y en a sur la Grande Barre de Corail, il y en a un peu partout. En Calédonie, on a la chance d'être assez épargné par ces phénomènes-là, parce qu'on est sur des zones relativement tempérées, on est un peu plus au sud, en tout cas que certains archipels de Polynésie française. Voilà. Et donc, comme j'avais eu la bonne idée de mettre une sonde de température en même temps, à la fois dans le lagon et côté océan, j'ai pu observer en fait en vert, on ne va pas entrer dans le détail, mais cette température qui monte normalement, en fait, puisqu'on est au début de l'été, et qui dépasse quand même
pendant 5 semaines plus de 30 degrés à 6 mètres de profondeur. Or, 30 degrés, c'est à peu près la température létale. C'est-à-dire que le corail peut supporter quelques jours, généralement, rarement quelques semaines, en fait, cette température. Et au-delà, il meurt. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé voilà, sur l'atoll. D'autres observations similaires ont été faites par des collègues à Bora Bora, à Moorea, sur d'autres îles de la Polynésie française. Il y a une publication qui est en cours de rédaction. Par ailleurs, j'ai étudié, donc, comme je vous disais, en fait, les processus d'érosion du littoral. C'est l'érosion, elle est généralement sur l'atoll à de fortes houles, et ces phénomènes de fortes houles apparaissent souvent, enfin, au cours de deux types d'événements. Soit ce sont les grandes houles australes, qui sont les tempêtes, et donc dans l'hémisphère sud, elles ont lieu en fait en juillet-août. C'est là où il y a des grosses vagues, donc les surfeurs, ils adorent ça. Les, les îlots peut-être un petit peu moins. Et les autres périodes où on a ces fortes houles, c'est les périodes en fait cycloniques. On va avoir des dépressions, quelquefois des cyclones. Je n'ai pas vécu un cyclone, j'ai vécu quelques passages de dépression, quelques tempêtes aussi, sans trop de vent tout de même. Et donc on voit en fait le faciès d'un îlot qui peut complètement changer en 24 heures. Et ça, c'est très perturbant parce que s'il y a bien un élément qui est stable, c'est bien un paysage en fait. Vous êtes habitué à voir l'église au milieu du village, le relief, une côte, etc. Et là, de voir ces îlots qui se transforment au petit matin, en fait, c'est quand même un effet assez bouleversant, a fortiori lorsque les œufs, vous avez compté des oiseaux, sont, eux aussi ont été emportés par les vagues. Voilà, donc là, par exemple, c'est un littoral sur lequel j'avais la base vie, un des motus. Voilà, enfin, et donc on voit effectivement, alors il n'y a rien de flagrant vu du ciel. En fait, quand on mesure, c'est quand même plus impressionnant. En fait, on voit à quel point ça évolue. Là, on est carrément une petite piscine. Et finalement, ici, ce littoral s'est engraissé, hein. On a gagné, en fait, enfin, le motu, hein, à l'échelle d'un an et demi, en fait, a gagné finalement en volume de sable et également en superficie. À l'inverse, en fait, ce même motu sur la partie ouest, qui est une partie qui est exposée aux dépression qui touche la poésie française. J'ai fait des transects, c'est-à-dire des couloirs simplement d'observation qui vont de la végétation comme ici jusqu'au lagon pour mesurer finalement ce qu'on appelle la pente de la plage ou le profil de plage. Et ça vous permet en fait de dessiner, ici étant la végétation et ici le lagon, donc en bas à droite, la pente de la plage, hein, comme si je prenais un sabre et qu'on coupait la part d'un gâteau et on regarde en fait ce profil. Et donc on a finalement en quelques semaines, en fait ça s'est passé non pas en quelques semaines, mais en un jour. Simplement j'ai fait une observation ici, c'était au mois octobre 2004, et j'ai fait une observation le 15 janvier. Entre-temps, il y avait une dépression qui s'appelait Pita qui est passée et qui a touché, en fait, je crois que c'était autour du 12-13 janvier, les Tuamotu. Et en fait, on a perdu, enfin, l'îlot a perdu en l'occurrence, en une nuit, là, sur un mètre de large, en fait, ici, 30 mètres cubes de sable. Non, pardon, 15 mètres cubes de sable, ce qui fait 30 tonnes environ. 30 tonnes de sable sur un mètre linéaire. Voilà, donc imaginez, en fait, si vous prolongez, en fait, donc ça fait, je crois qu'un camion transporte environ 8 à 10 mètres cubes, donc ça fait 3 camions de sable qui ont dégagé par mètre linéaire de l'îlot en fait. Ça vous montre en fait, alors ça veut pas dire qu'ils sont perdus à jamais, c'est en fait que ces îlots sont très dynamiques, que ces îlots en fait sont modelés en fait par ces phénomènes climatiques, mais de temps en temps c'est comme des arbres entiers qui s'arrachent, et encore une fois des oiseaux qui en dépendent. Voilà, donc c'est la vie en fait d'un atoll d'être érodé, et en même temps cet atoll il est approvisionné parce qu'il y a un récif vivant qui régulièrement en fait est si ces vagues et qui vient nourrir en sédiments, en matériaux, ces îlots. Et si ces récifs meurent, bon, bah, la question effectivement se pose de la survie des îlots et au final en fait de l'atoll. Voilà. Et donc pour revenir à cet oiseau en fait, hein, dont j'ai à peu près parcouru l'essentiel de l'atoll où il était présent pour déterminer sa population, c'est un peu aussi la mauvaise nouvelle. Sur l'atoll, en 2003, des scientifiques avaient évalué à 185 sa population. D'autres comptages ont été faits il y a une quinzaine d'années, dans les années, on va dire 2010. Et malheureusement, moi, j'observe plus qu'un tiers, on va dire 20 ans après 2003. Voilà. Donc, un tiers sur une espèce qui est en danger d'extinction, protégée par le Code de l'environnement de la Polynésie française, avec des comptages qui n'ont jamais été aussi nombreux, parce que j'ai fait pas mal de réplicages, j'ai fait un effort qui n'avait jamais été déployé, donc je suis confiant sur ce chiffre-là, en fait. Bon, ça montre en fait que même sur ces îles du bout du monde, eh bien, elles n'échappent pas malheureusement en fait, à ces pressions, qui sont notamment ces rats. Je ne sais pas si on parle après, non, j'en parle pas. Mais les rats, ce dont je me suis aperçu, c'est que par rapport à des comptages anciens, il y a une partie en fait de l'îlot de l'atoll qui est plutôt au nord, où les rats sont présents et ils se promènent. Alors, ils peuvent eux-mêmes coloniser lorsque les îlots sont distants de quelques centaines de mètres. Certains rats ont des capacités natatoires de 1 kilomètre ou 2. C'est rarement observé, mais ça peut arriver. Ou lorsqu'il y a une tempête qui emporte des débris,
ils profitent d'une branche qui flotte pour un radeau et des chouettes dessus, mais c'est surtout en fait plutôt les visiteurs, que ce soit des voiliers ou que ce soit des copraculteurs qui ont des gros sacs de jus dans lesquels ils mettent les cocos, le copra, et puis on passe d'un îlot où il y a infesté de rats à un îlot qui est indemne, et en fait c'est la catastrophe. Une femelle s'en échappe, elle est pleine de rats, et au bout d'un an, il y a plusieurs centaines d'individus. Au bout de 2 ans, ce sont des milliers de rats en fait, et l'écosystème est complètement transformé en fait. Voilà, donc voilà, c'est en tout cas les constats que j'ai menés pendant ces presque 8 mois d'observation scientifique. Alors, que dire en fait de tout ça, sinon que ça fout le bourdon, honnêtement. Moi-même, ça m'a pas mal affecté parce que je vivais vraiment dans cet environnement et les titis et la faune en oiseau, bah, finalement, il y a une certaine, alors, je ne vais pas dire une communion, en tout cas, il y a un certain euh, un lien en fait qui se crée en fait avec ces animaux qui sont sociaux en fait et moi-même. Voilà, donc ça affecte pas mal et en fait on se dit qu'est-ce qu'on peut faire face à ces pressions. Voilà, donc avant d'apporter quelques réponses et de donner des exemples calédoniens, donc un autre archipel du Pacifique, voilà, effectivement, je trouve en fait que ces explorations, ces mesures, etc., n'ont de sens que en fait, dès lors qu'elles sont partagées, en fait. Et donc, je te remercie d'une de m'avoir invité à cet échange ce soir, enfin, ce soir pour nous, mais ce matin tôt pour vous, en tout cas en métropole, et je ne sais pas quel est les Antilles, quel est votre horaire, mais c'est effectivement de partager un peu ces observations. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rajouter en fait de l'anxiété là où je pense qu'on est submergé, mais au contraire, de montrer qu'il y a aussi ces livres qui sont encore extraordinaires, des espèces qui survivent encore. J'ai vu le titi se reproduire, des choses qui avaient été quasiment jamais décrites, donc qui sont, je veux dire, des messages d'espoir. Et en même temps, il faut être lucide par rapport effectivement à la survie de ces atolls. Donc cette transmission, elle parle par des conférences ou des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi par un film qui devrait sortir en octobre-novembre sur France 5 et par un livre, etc. Voilà. Alors, donc là, la réponse, effectivement, c'est, enfin, moi-même, c'est en fait, face à ces constats, il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, que de s'engager. Donc, c'est quand même, moi, j'invite, en tout cas, la beauté des images et de ce que je rapporte, en fait, cet émerveillement, je trouve, est quand même vraiment une source à susciter l'émotion et je trouve l'engagement. Mais ce qui est chouette, c'est que les nombreuses discussions que j'ai eues avec les Pomotou, donc ces copraculteurs qui de temps en temps viennent sur l'atoll pour récupérer des cocos, les atolls voisins sont habités. Pardon, il y a un chien qui aboie là. Eh bien, c'est ça, finalement, on va dire, mobiliser, en fait, ou en tout cas, recréer une association qui était éteinte depuis 15 ans en disant, en fait, on ne peut pas laisser un tel patrimoine naturel disparaître, c'est celui de nos enfants, il faut absolument qu'on le préserve. Et cette association, donc, j'ai participé à la rédaction de ces statuts. Et donc, en janvier-février, elle a été créée, validée par le commissaire de la Polynésie française. Elle compte déjà 180 membres, c'est-à-dire 75% de la population de l'atoll voisin. Et donc aujourd'hui, en fait, au-delà du popa, comme on dit, du blanc-bec qui débarque et qui a plein d'idées farfelues et qui fait la science, ou qui se fait plaisir, j'en sais rien, en fait, je l'ai fait avec mon cœur avant tout. Et finalement, ces échanges-là, en fait, ont, je crois, en tout cas, on va dire, catalysé un petit peu cette dynamique-là. Aujourd'hui, et ce matin même encore, je travaille sur des panneaux de sensibilisation qui vont être implantés sur l'atoll, qui seront financés par la maison de production du film, donc ça c'est aussi chouette. Et me dire voilà que tout à chacun, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour le Titi? Bah, très facilement, entre guillemets, dératiser. On sait faire, on sait que ça marche. Les îlots c'est des îlots de quelques hectares, donc c'est des surfaces assez faciles finalement à parcourir. Voilà, des techniques qui sont encore une fois efficaces. C'est aussi en fait de changer les pratiques. Foutre le feu à un îlot pendant 3 jours, c'est un non-sens. Et c'est un non-sens même pour les copraculteurs, parce que les rendements en coco sont bien moins bons lorsqu'on y fout le feu. Le peu d'humus qu'il y a en fait est cramé, la faune insecte, etc., etc. Y compris les titis. Mais le titi, encore une fois, pour moi, c'était plus un symbole et un drapeau. C'était une espèce, on appelle ça parapluie, c'est quand on protège le titi, on protège le motou, on protège les autres oiseaux, on protège les crabes de cocotier, etc., etc., quoi. Voilà. Mais il y a aussi, en fait, et on a bien conscience que le blanchissement de corail, le pomotou, moi-même, on se sent assez démunis quand on voit ces coraux mourir. Et pourtant, la survie de ces îles, et donc de ces populations sur ces îles, dépend non pas de revégétaliser ou de déradiser. Elle dépend d'un changement global de nos comportements. Donc on comprend bien qu'il y a une imbrication en fait, de deux échelles, ultra-locale et mondiale, en fait. Et d'où l'importance des grandes messes comme UNOC, même si ce n'est pas toujours très productif, il faut quand même, autant que possible, en fait, continuer à jouer le jeu de la collaboration internationale pour effectivement avoir des mesures un peu contraignantes pour ces territoires. Voilà, donc
j'en ai peut-être fini sur cette première présentation. La deuxième est bien plus courte, c'est juste vous montrer en fait, euh, parce qu'elle-même s'inspire cette approche très globale des écosystèmes à la fois terrestres et marins. On l'avait déployé en fait, et c'est un peu ce qui a fait jamais ce projet-là pour moi en Nouvelle-Calédonie en 2018. Et à la différence de ce projet où j'étais quand même assez solitaire, en tout cas sur place, effectivement, je me trouve un peu seul au monde. C'est une diapositive qui en Pomotu si vous le lisez. Mais en tout cas, c'est un projet solidaire. Il a pu se faire que parce que j'étais accompagné par les gens qui m'ont aidé à m'installer là-bas, qui m'ont autorisé, qui étaient vraiment intéressés par ce travail-là, qui ensuite ont été les premiers bénéficiaires des résultats. Et voilà, en fait, il y a énormément de structures et également de financeurs, enfin de bailleurs de fonds, en tout cas de sponsors qui ont participé. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui a pu être réalisé avec des fonds de l'OFB, par exemple, de la Fondation Paul-Émile Victor et d'autres. Ça s'appelle le Love, en fait. Ça, c'était pour. Ça se voulait un nom assez sexy ou aguicheur. Bref, c'était les observateurs volontaires. Alors, c'était parce que malheureusement, l'initiative n'a duré que 5 ans. Voilà. Mais je vous donne simplement le concept, entre guillemets, puis après on ouvre. Donc concrètement, en fait, en Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de territoires d'outre-mer, ça reste comme les réservoirs de biodiversité de la France au sens large. Donc on ne va pas se targuer d'avoir le plus grand lagon du monde, 24 000 km de lagons et récifs, blablabla, en fait, une faune exceptionnelle, et en même temps des menaces qui sont liées à l'érosion, à des pratiques minières, en fait, qui dégradent les bassins versants, des espèces introduites, le cerf, les feux, enfin, tout un tintouin. Bref, on est dans un hotspot. Et là-dedans, en fait, on a besoin pour le gérer d'avoir une bonne vision en fait, des indicateurs qui renseignent sur l'état des milieux naturels et donc de mettre en place des suivis environnementaux. Voilà, quand on pilote, en fait, quand on veut préserver un milieu ou des ressources, il faut encore avoir les indicateurs, sinon on pilote dans le noir et ça peut effectivement à la fin mal se passer en prenant des mauvaises décisions. Donc il y a plein de choses qui sont faites en Nouvelle-Calédonie et je ne vais pas les balayer, vous avez juste une liste comme ça, les tortues, les mammifères, des poissons, des réserves, blablabla, plein de choses qui sont faites. Mais lorsqu'on fait un peu un bilan, on s'aperçoit qu'il y a pas de vision, qu'il y a peu de synergie, peu de mutualisation. Or, déjà en 2018, c'est-à-dire il y a 7 ans, les moyens, en fait, notamment des collectivités, se réduisaient drastiquement, au point en fait où certains suivis allaient être abandonnés, sauf à trouver un système D. Et c'était ça le love, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire encore plus avec moins de moyens, en fait? Comment on peut collaborer tous ensemble? En 2 mots, c'était ça l'idée. Et pour ce faire, on a créé en fait une organisation qui n'avait aucun statut. C'est ça qui était génial, juridique, aucune contrainte. C'était juste en fait qui lève le doigt pour participer à l'observation des milieux naturels. Une observation, encore une fois, très intégrée, du littoral jusqu'au fond de la mer, et qui permet donc une approche transversale pour bien comprendre en fait, par exemple, je sais pas, la pointe des tortues, elle est liée à la température de l'air et de l'eau, elle est liée en fait à l'érosion du littoral, elle aussi, un tas de paramètres. Donc ça vaut la peine d'étudier l'océanographie aussi bien que les lieux de reproduction ou l'écologie de ces organismes-là, en fait. Voilà, donc ouais, je passe les détails. On a étudié 2 îlots en fait dans le grand lagon sud de la Grande Terre, avec à la fois des suivis qui étaient terrestres, j'ai déjà évoqué, 7, d'autres qui étaient marins. Euh, Au total, c'est 17 personnes qui se sont engagées, 14 structures, tout ça bénévolement, c'est quand même un point très important, à la fois des collectivités, le gouvernement, des associations, des bureaux d'études en fait, c'est qui ont dit en fait moi je travaille gratos pour ça, ça me plaît, la Fédération des sports sous-marins, des syndicats des activités nautiques et touristiques. Enfin, je veux dire, et même le diaporama là, a été fait par un infographiste qui a fait tout ça gratos. Bref, voilà, donc c'était des très belles études. On a pu de la même manière mesurer donc, le littoral des plages ou des espèces envahissantes. Ici, trois espèces de fourmis qui n'avaient jamais été décrites sur ces îlots-là dans le Grand Lagon Sud. L'état de santé du récif, le développement, bon, l'aspect aussi ressources, hein, pêche, pression de pêche, densité de poissons. Voilà, bref, j'en passe. Là, c'est une invasion d'acanthaster. On a compté quand même 1200 acanthaster, 1300 quasiment sur un petit îlot. Enfin voilà, c'était autant en fait de trucs mis en place. Ça nous a coûté 1 million de francs Pacifiques, c'est-à-dire on va dire 8 500 euros. Ça aurait coûté 9 fois plus cher si chacun avait déclaré en fait son taux horaire. 9 fois plus cher en fait. Là, c'était 4 jours avec 8 mois d'organisation auparavant, mais autour d'un café, d'un verre, dans un côté très amical. Et on a pu en fait pendant 5 ans, de 2018 à 2023, mener à bien ces suivis et qui se sont arrêtés là en fait avec ce qui s'est passé. Là, c'était un peu le coup de grâce en Nouvelle-Calédonie en 2024 avec ces émeutes. Et l'année précédente, en fait, c'est aussi en berne. Et même le million, c'est-à-dire les 8 000 euros dont on a besoin, même ça, on n'a pas réussi à les trouver, en fait. Ce qui est quand même un peu dommage, parce que derrière, il y avait encore une fois une très belle. On a aujourd'hui quand même 5 ans de données sur tous ces milieux-là, avec des scientifiques de bon niveau et d'autres plus jeunes, des initiés. Il y avait aussi des doctorants, des masters, etc., qui ont participé.
Voilà, donc je m'arrête là. En fait, encore une fois, c'est possible parce qu'il y a toutes ces gens-là autour de la table. Merci beaucoup. J'écoute vos questions, je ne parle plus hein, d'ici là. Merci beaucoup, Mathieu. C'était hyper intéressant. Vraiment trop chouette. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Mathieu. Le chat ou la prise de parole est à vous. Oui, moi j'aurais une question. Je travaille en ce moment à Tahiti dans un bureau d'études pour la protection de l'environnement, pour tous les projets qui ont attrait à l'aménagement du littoral. Et je voulais savoir, pendant ton étude, si tu avais étudié l'élévation du niveau de la mer sur l'atoll dans lequel tu habitais, et si tu avais fait des estimations, enfin si tu avais pu faire des estimations de combien la mer allait monter dans les prochaines années, et est-ce que l'atoll allait finir par être totalement submergé ou non? Alors, non, désolé, Luna, je n'ai pas ces réponses-là parce qu'en fait, en 8 mois, il n'y a pas le temps d'observer le changement climatique. J'ai pas observé des phénomènes, par exemple, qu'est-ce que provoque enfin, une houle de 4 mètres à l'extérieur du récif, ça ressemble à quoi dans le lagon? Voilà, donc ces sondes, je mesurais en fait au millimètre près, toutes les secondes. Donc il y a, je sais plus, il y a 70 millions de données en fait de hauteur de vagues et de hauteur du lagon. Donc j'ai ces données-là qui, c'est d'ailleurs, on est en train de les corréler en fait à des observations satellites. C'est-à-dire que les satellites qui passaient au-dessus de l'atoll, on peut les calibrer grâce aux observations que je faisais en temps réel sur l'atoll. Donc ça c'est génial, donc ça va permettre affiné. Voilà, tout ça pour te dire aussi que les récifs coralliens, ils se portent bien lorsqu'il n'y a plus d'eau. Plus d'eau, j'entends, c'est-à-dire qu'une montée de la mer, ils se frottent les mains en disant en fait, bah, je peux gagner 20-30 cm vers la surface. Le problème, c'est pas la hauteur d'eau, en fait, pour un récif, c'est vraiment cette température avant tout. Et la récurrence de canicules sous-marines, comme celle que j'ai pu observer, achèverait les récifs. Et encore une fois, ces atolls ne subsistent que parce que le récif est vivant, en fait. Et donc la question, elle est plus en termes, encore une fois, de température et d'acidité qu'en termes, en fait, de hauteur d'eau. Voilà. Mais ceci dit, encore une fois, on est quand même très bas hein, sur ces atolls-là. On n'est qu'à 3 mètres. Moi, je crois qu'il y a peut-être 3,50 m au plus haut que j'ai pu observer sur l'atoll. Donc, c'est quand même très, très bas. Mais encore une fois, ces îlots sont nourris par du récif. Voilà. Donc, je pense que l'enjeu, en tout cas, vu la trajectoire qu'on prend, on pourrait s'inquiéter de savoir est-ce qu'ils vont survivre à la fin du siècle. Et je pense que très clairement, déjà, les récifs coralliens, malheureusement, à plus de degrés, 99% des récifs du monde auront disparu. Donc il y aura des réservoirs, des réserves, des eaux de récifs. Et je pense que les atolls seront également rayés de la carte. Au rythme auquel on va, oui, là, à plus 3 degrés, on y va clairement. Oui. Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Et donc pour toi, le plus inquiétant, c'est l'acidification des océans et La sur température, l'impact que ça va. Ouais. ouais, c'est avant tout la température de l'eau, donc la température de l'air, on va dire, et donc celle de l'eau. Et l'acidification aussi, mais effectivement, c'est les deux forçages majeurs sur le récif du monde. Et la Polynésie, en fait, malheureusement, les Tuamotus sont déjà naturellement dans des eaux déjà très chaudes, en fait. Donc ils sont vraiment en limite pour tenir, en fait. Il y a 1 ou 2 degrés de plus et l'équilibre bascule. Alors, j'ai une question. Comment vous avez fait pour réunir autant de partenaires? Je sais pas, j'ai dû mettre tout mon cœur. Je suis pressé à l'avance, hein. J'ai mis quasiment 18 mois pour monter le projet. À partir du moment où je dis en fait j'y vais. Euh, ouais. Donc ensuite, les partenaires sont très différents. Il y a des partenaires financiers, j'en ai eu deux, l'OFB et Paul-Émile Victor. J'ai eu pas mal de partenaires techniques. Par exemple, voilà, il fallait du matériel en fait, hein. Il me fallait un dessinateur, il me fallait une bâche pour récupérer le pluie, il me fallait du matériel photographique, etc. En fait, donc tout m'était pas offert, mais j'avais soit des grosses réductions, quelquefois c'était mis à disposition. Et en fait, les gens ont été souvent assez touchés en fait, en disant ouais, mais c'est chouette de s'engager en fait. Et presque j'ai l'impression qu'ils vivaient un peu le rêve au travers de cette expédition. Et il y a des gens que j'ai rencontrés en 10 minutes, ils m'ont dit en fait, moi je t'offre tous les panneaux solaires et les batteries en fait. Tu seras autonome en électricité. Et j'en avais besoin pour charger mon téléphone satellite en cas de pépin, balise de détresse, ordinateur, enregistreur acoustique pour le chant des oiseaux, etc., etc. Donc il y a eu une sorte d'engouement, j'étais assez surpris de ça. Il y a des fois où j'ai comme dû me battre. Finalement, les plus petits étaient les plus faciles à négocier, les meilleurs, les sponsors. Et voilà, mais finalement, et puis j'ai même le soutien aussi, j'ai fait un crowdfunding auprès de, je sais plus, Litchis, qui a bien marché. J'ai récupéré plus de 6 000 euros. Il y a des associations qui m'ont financé aussi, en fait, Ensemble pour la planète. Enfin voilà, c'est vrai qu'au final,
Bon, l'expédition coûtait très cher, hein, elle a quand même coûté à peu près 75 000 euros, ce qui est assez considérable, tout compris, hein. Et j'ai dû être aidé à hauteur à près de 30%. Le reste, c'était la tirelire. Ouais, c'est ça. Merci. Et on a une toute dernière question de Mathieu dans le chat. On a beaucoup entendu parler de nouvelles espèces de coraux capables de survivre à des températures plus élevées. Peut-on imaginer une évolution rapide des récifs dans ce contexte? Ouais, merci beaucoup Mathieu pour cette question. En fait, j'y crois pas et d'ailleurs, je suis même un peu agacé en fait euh, que ce genre de news, enfin de nouvelles fasse la une justement parce que il est vrai en fait et c'est rassurant de certainement que certaines espèces dans certaines conditions survivent en fait. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache toutes les autres, c'est pas le cas. Et malheureusement, l'adaptation d'un récif, elle se fait pas à l'échelle du siècle, en fait. Elle se fait à l'échelle de plusieurs millénaires. Et donc, on n'est pas sur les bons calculs en se disant, en fait, alors, soit on aura cette espèce qui va pulluler, il n'y en aura plus qu'une ou cinq, j'en sais rien, sur la planète, en mer Rouge, etc. Mais je veux dire, en fait, voilà, c'est quand même. C'est une bonne nouvelle de savoir que certains résistent, mais on les compte sur les doigts d'une main. Et sur ces atolls-là, ou en Nouvelle-Calédonie, on compte 350 espèces. Donc, quid des autres, en fait. Et voilà, donc tant mieux, en fait. Et voilà, je pense que dans le pool génétique, certaines, effectivement, seront plus aptes à tolérer certaines températures. Mais quoi qu'il en soit, on parle bien de 99% à plus de degrés. Et la trajectoire aujourd'hui, là, depuis la COP 21, on est à plus 3. Donc là, là, il n'y a plus rien, en fait. Voilà, donc réjouissons-nous de quelques nouvelles comme ça, mais il ne faut pas non plus que ça cache, en fait, une réalité. Merci Mathieu.